Je vais commencer ce live avec quelques petites news que je vous ai sélectionnées et que je voulais vous partager. Des news en lien avec les cryptos, hein. Une des premières news que j'ai sélectionnées, c'est Apple qui a reporté son casque de réalité virtuelle. Vous savez qu'Apple est en train de développer un casque de réalité virtuelle, donc en lien direct avec les métaverses. Et c'était prévu pour 2022 et a priori, ils auraient du retard. Et donc, ça les amènerait sur 2023. Alors, une news qui est vachement importante, l'action de Robinhood, le plus gros néo-courtier du monde, chute encore suite à l'annonce de FTX et Bitstamp de se mettre à vendre des actions. Ça veut dire que l'exchange FTX et Bitstamp, en plus de faire de la crypto, vont se mettre à vendre des actions. Et donc, ça a un impact direct sur Robinhood, qui est un des plus gros néo-courtiers, principalement aux États-Unis. Donc, ça voudrait dire que FTX pourrait énormément se développer et soyons clairs, le FTT devrait en bénéficier. Donc, comme certains d'entre vous ont du FTT en portefeuille, une news qui est plutôt intéressante. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, attendez, je fais un check. Ah oui, il y a l'Inde aussi qui a annoncé vouloir faire une collaboration avec les autres pays du monde entier pour mettre en place une réglementation des crypto-monnaies au niveau mondial. Leur politique, elle est assez intelligente, c'est de dire qu'il est impossible que les cryptos restent sans réglementation mondiale et que les pays aujourd'hui travaillent chacun de leur côté. Et ça serait bien qu'ils travaillent main dans la main pour développer tout ça. Il y a Crypto.com qui va sponsoriser la Ligue de football américain australienne. Ils ont investi 18 millions de dollars. Peut-être un jour on verra Crypto sur le Super Bowl, ce qui devrait leur coûter beaucoup plus que 18 millions de dollars. Mais ça arrive certainement dans les années à venir. Il y a également la Chine qui a lancé une blockchain de NFT. C'est une entreprise qui est backée par le gouvernement. En Chine, c'est toujours comme ça, qui va s'occuper du développement. En gros, ça va vous permettre de créer et de vendre des NFT. Mais par contre, ils sont malins. Il faudra utiliser le yuan numérique, donc leur crypto-monnaie numérique, l'équivalent de l'euro numérique ou de l'USDT. Donc c'est plutôt intelligent. On voit qu'en plus de créer leur propre crypto-monnaie, ils sont en train de créer des outils qui vont fonctionner uniquement avec leur crypto-monnaie. J'avais noté 2-3 autres petites news que je vous partage et après je bascule sur le reste. OpenSea qui a fait un nouveau record, 3,5 milliards de dollars de ventes sur un seul mois au niveau des NFT, juste énorme. Donc les NFT, il y a encore des gros mouvements d'argent, hein. Pour moi, le pump n'est pas terminé. Le nombre de postes pour des jobs liés à la crypto sur LinkedIn a augmenté de 395% en 2021, donc multiplié par 395, multiplié par 3, par 4, pardon, sur un an, c'est juste énorme. Et hier, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont sur l'exchange crypto.com, mais on vous a certainement déconnecté de votre compte et vous demandé de reconnecter avec le double facteur d'authentification. Bon, normalement, si vous avez tout sécurisé vos échanges, vous utilisez le double facteur d'authentification, mais il y en a plein qui ne l'utilisent pas. Et hier, il était impossible de se connecter sans. En fait, ils se sont fait hacker, de ce que j'ai compris, rien de bien grave, mais ça a déconnecté tous les comptes actifs et donc du coup ils étaient obligés de se reconnecter par ce biais. Voilà, ils se sont fait hacker quand même, crypto.com. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout pour les news. Alors j'enchaîne, c'est un live qui va être rapide, hein, mais j'enchaîne sur autre chose. Je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Donc je me suis mis sur le BTC. En daily, pardon, ouais, en daily. Hop, je vais agrandir un petit peu. Pourquoi je me suis mis sur le BTC? Parce que beaucoup d'entre nous espéraient un rebond sur la MM200. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. On a cassé et on voit que quand on est repassé en dessous, avec des confirmations, on a tout de suite dégringolé, on est descendu d'un étage. Et là, j'ai envie de vous tracer un range qui est là, exactement ici. Et pour l'instant, on est bloqué dans ce range. La mèche, là, je ne vais pas la compter.
Hop. Tac. Voilà. On est bloqué dans ce range. Là, je suis un petit peu haut. Attendez, je vais essayer de zoomer pour vous faire un truc un peu plus propre parce que avec le partage d'écran, c'est pas sûr que vous voyez bien. Voilà, on est bloqué dans ce range. Et pour moi, hop, on va descendre un petit peu là. Voilà. En gros, on est entre 40 500 et... alors, bon, là, il y a eu 2 mèches, mais on a invalidé tout de suite. Le range, en vrai, je pourrais le descendre ici. Donc, ce qui me fait le descendre ici, c'est cette mèche-là. Donc, ça, c'est une mèche très importante qui a signifié une très grosse chute. Et également, cette mèche-là, là, les 2 bougies d'indécision, clairement, on voit que le corps de la bougie est très très faible alors que la mèche est très grande. Et là, on a une bougie de continuation baissière. Donc voilà, mon range, il est là. Il se situe donc entre 43 100 et 40 500. Et tant qu'on est dans ce range-là, moi, je trouve que la situation est très dangereuse pour prendre des nouveaux trades. Alors, on peut regarder rapidement. Il y en a qui sont dans le vert, dans le vert, pardon. Ouais, on a Rio, on a le CHSB, mais bon, voilà, c'est un peu faussé parce que ils rachètent. Voilà, il y a KP3R aujourd'hui. Il y avait un trade à prendre sur celle-là. Je voulais pas partager sur le groupe Discord. Pourquoi? Parce que la situation justement sur le BTC est pas très claire encore. Et donc, c'est très risqué. Mais on a eu une belle bougie aujourd'hui. On a quand même pris sur la journée. On a ouvert la journée ici. On a quand même pris, hop, pourquoi je ne vois pas là, 10% sur la journée. Donc, il y avait un beau trade à prendre. Mais c'est très risqué de... Salut, super costaud. C'est très risqué de prendre des trades dans cette période. Je reviens sur le BTC pour vraiment expliquer. Hop, je vais mettre sur celui. Hop. Celui-là. Voilà, pour moi, c'est très risqué tant qu'on reste dans ce range. Alors, comment on va sortir? On va en sortir en ayant une bougie en dehors, au-dessus ou en dessous, avec une confirmation. C'est-à-dire qu'il faut que la bougie suivante ouvre au-dessus de ce range. Donc, je répète, j'ai tracé un range entre 43 200 à peu près et 40 500. Soit on sort par le haut, soit on sort par le bas, mais on en sortira quoi qu'il arrive. On ne peut pas savoir combien de temps ça va prendre, mais on est certain qu'on va en sortir. Si demain, on a une bougie qui monte, il faudra attendre la bougie suivante et il faudra que cette bougie ouvre en dehors de ce range. Si elle ouvre en dehors de ce range, ce sera un signe de force et de reprise du marché. Et donc, ça sera un signe plutôt intéressant pour les acheteurs. Attention, il y en a qui vont anticiper, donc attention aux faux signaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont anticiper. Mais voilà, si vous avez des volumes et une validation en dehors du range, alors dans ce cas-là, je ne vous dis pas ça pour acheter du BTC. Vous savez que je n'achète pas de BTC, mais je vous dis ça pour aller vous positionner sur les autres cryptos. On voit qu'en ce moment, il y a quelques cryptos qui arrivent à faire des petites journées à plus 5, plus 10%. Il y a des trades qui sont possibles, mais ça reste quelques trades et la probabilité que vous tombez sur la bonne crypto elle est assez faible. Donc voilà, soyez prudents et surtout la probabilité que le marché soit à l'encontre de votre trade est plus importante tant qu'on est dans ce range. Voilà. Ensuite, j'aimerais revenir rapidement sur VLX. Pourquoi je veux revenir dessus? Parce que il y a un des membres, d'ailleurs je vais vous partager le Discord, comme ça on va le voir en direct. Alors attendez, je vous bascule le Discord sur le côté. Voilà. Donc il y avait un membre voilà, qui me posait la question. Nico, as-tu 2 minutes pour regarder la crypto VLX? J'en avais acheté à 0,20 puis 0,30, nouvelle ATH, juste avant le crash, mais j'ai l'impression que ça repart déjà. Qu'en penses-tu? Et donc je vous avais fait une petite analyse. Voilà. Et donc, hop, j'avais conseillé, donc j'avais tracé, je vais me mettre en weekly, j'avais commencé par regarder le graphique en weekly, d'accord? Donc j'avais identifié ce support qui avait très bien fonctionné ici et cette résistance-là, pour l'instant, on n'arrive pas à franchir. J'avais également tracé un canal Fibo, donc le canal Fibo, c'est ce que vous voyez ici, donc pas très compliqué. J'ai un point qui est ici,
un point bas qui est également là sur ce niveau et un point haut ici. Ça me trace mon canal et donc je vois que mon canal il est pertinent. Pourquoi? Parce que vous savez qu'entre la zone des 0,5 et des 0,618, donc je ne vais pas vous refaire l'explication comment tracer tout ça, mais dans cette zone-là, on voit que c'est des zones qui sont importantes et qui sont très défendues. Donc là, on a commencé d'ici, on a baissé, on a latéralisé pas mal de temps. On est en weekly, hein, donc là, ça dure 2 mois quand même, hein, la période. On a latéralisé pendant 2 mois à l'intérieur de cette zone. Et quand on est passé en dessous, énorme mèche pour aller taper le bas du canal que je viens de tracer. Ensuite, on s'est repris et regardez, quand on a franchi cette zone, on l'a franchi avec une énorme puissance qui nous a amené directement sur le haut du canal. Donc ces 3 points, c'est ceux qui m'ont servi à tracer ce canal Fibo. Et ensuite, donc regardez, on descend. Où est-ce qu'on descend? Pile poil, c'est au millimètre, hein, c'est assez impressionnant. Donc ce point-là, je ne l'ai pas sélectionné. Hein. J'ai sélectionné celui-là, celui-là et celui-là. Et là, on voit que l'analyse chartiste a du sens quand même, hein, parce que le cours est descendu pile poil sur ce canal. Ensuite, on est remonté. Encore une fois, énorme bougie avec des énormes volumes acheteurs là qu'on voit ici. Des énormes volumes qui nous ont permis de passer au-dessus de notre fameuse zone des 0,5-0,618, qui est une zone importante. Derrière, on a fait un pullback, donc on a eu une mèche qui est importante, mais c'était juste une mèche. Et ensuite, pullback, on a latéralisé en support, donc cette zone qui était résistance a été franchie, inversion de la polarité, elle est devenue support. Et ensuite, il y a eu une énorme augmentation ici, à cette zone-là. Et où est-ce qu'on s'est arrêté? Sur le haut du canal. Haut du canal, on n'a pas réussi à le franchir. Donc, quand on fait des bougies comme ça, c'est très difficile de franchir et de continuer l'augmentation. Hein. Il faudrait vraiment une quantité d'acheteurs phénoménale. Très compliqué. On est redescendu. Et où est-ce qu'on s'est arrêté? Pile poil sur notre ligne des 0,618. Voilà. Pour l'instant, on est ici. Donc, la question, c'était de se dire, est-ce qu'on peut acheter? Alors, je suis descendu un petit peu en daily. Hop, je vous mets le graphique. Donc là, on retrouve mes deux lignes principales. Mon support qui est ici, ok, et ma résistance qui est ici. On voit bien que la résistance, elle a fait obstacle à de nombreuses reprises. Hein. Si je dézoome un petit peu, je zoome un peu, pardon, on voit qu'il y a eu pas mal de mèches à chaque fois, obstacle sur cette zone. Alors là, je pourrais l'agrandir. En vrai, je pourrais faire un rectangle ici avec le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je mets un trait parce que c'est une résistance qui est weekly. Vous voyez, c'est marqué weekly là. Donc, je sais que c'est une résistance qui est très forte. Et donc là, on se trouve actuellement sur les 0,34. Et donc, au moment où on m'a parlé de cette crypto, on était sur les 0,40. On venait de faire un ATH sur mèche. Et donc, la question, c'était de se dire, est-ce qu'on... D'ailleurs, ce n'était pas un ATH. Si je ne dis pas de bêtises, l'ATH, il est ici. Et la question, c'était est-ce qu'on peut renforcer la situation ou au contraire, il vaut mieux patienter? Moi, j'avais conseillé de patienter, de revenir sur les 0,20, éventuellement anticiper un petit peu sur les 0,22, 0,23, mais pas aller plus haut. Et donc, patienter. Alors, si vous avez mis un trade un ordre épuisette à 0,25, là, vous avez pu être déclenché. Et donc, tout de suite derrière, donc un ordre épuisette, c'est un ordre que vous mettez en attente, plus bas que le marché, dans l'idée de se faire prendre, que le trade passe. Si vous vous êtes fait enclencher là, vous voyez que là, vous avez pu faire quand même 50% d'augmentation, ce qui est juste phénoménal. Mais je maintiens, donc je vais vous la symboliser. Pour moi, la zone intéressante, elle est ici. Elle se situe ici. Donc, on va dire entre les 0,236 et les 0,20, 0,19. Ça sera une zone d'achat intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a un énorme support sous les pieds, un support qui est weekly, donc qui a une puissance assez importante. Également, alors je vais dézoomer un peu pour que vous le voyez. En plus de ce support, on se trouve sur la zone, vous voyez la ligne verte là de mon canal Fibo, avec le point bas ici, le point haut ici, les 0,618 et les 0,5. Donc là, dans cette zone, on va être à la fois avec un support weekly sous les pattes, également dans une zone qui a servi de rebond, ici, tout là, pendant longtemps. Donc, une forte probabilité que le cours rebondisse. Et donc, si vous arrivez à placer des ordres, alors moi, ce que je conseille toujours, c'est de placer un ordre sur le haut de cette zone, un au milieu, un sur le bas. Et puis, si vous voulez mettre 3 000 $, vous mettez 1 000 $ en haut, 1 000 au milieu, 1 000 en bas. Si vous voulez mettre 300 $, vous mettez 100, 100 et 100, et ainsi de suite. Si vous voulez mettre 30 $, vous mettez 10, 10, 10, vous avez compris.
S'il y en a qu'un qui se fait enclencher, bah, c'est pas grave. Admettons que vous vouliez mettre 100 $. S'il y en a qu'un qui se fait déclencher, bah, c'est comme si vous aviez passé un trade à une hauteur uniquement de 100 $. Et s'il y a les 3 qui se déclenchent, bah, c'est un trade à hauteur de 300 $. Donc, il faut gérer votre money management, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop personnel. Mais voilà comment vous pouvez procéder. Derrière la probabilité, le potentiel d'un trade, donc si je prends la moitié, le potentiel, il est d'aller retaper le haut du range et on voit qu'on est sur une augmentation de 110%, donc plus que x2, ce qui est quand même énorme. Donc gros potentiel. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce qu'on va être pris? C'est pas grave, mais vaut mieux avoir des trades, des ordres épuisettes qui ne sont jamais pris, mais qui respectent votre plan, que aller passer un ordre d'achat ici et quand vous allez descendre dans cette zone, si toutefois on y va, là vous allez descendre à moins 35%, ce qui risque de vous mettre un petit peu dans le rouge, voire de vous faire sortir à perte. Voilà. Voilà pour VLX. Ensuite, je voulais vous parler, j'essaye de faire rapide, je voulais vous parler par rapport à la newsletter. J'ai envoyé une série de 3 emails. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire à la newsletter, je vous partage le lien dans le chat. La newsletter est gratuite, bien sûr. Et donc dans la dernière série, je vous ai proposé de créer votre propre thèse d'investissement. Et donc j'aimerais revoir un petit peu ça avec vous pour vous le réexpliquer. Je rappelle que ce live va être sur le YouTube en replay. Donc c'est pour les gens principalement qui sont en live, mais principalement ceux qui vont le voir en replay que j'explique tout ça. Donc l'idée de cette série, c'était de vous aider à créer votre propre thèse d'investissement. Ce que je veux dire par thèse d'investissement, c'est un plan avec des règles bien définies en amont que vous allez devoir respecter pour essayer de faire partie des traders ou des investisseurs qui sont gagnants. Donc là, je vous ai expliqué pourquoi, etc. etc. Qu'est-ce qu'une thèse d'investissement? C'est ce que je viens de vous expliquer. Et donc, au début de la thèse d'investissement, il fallait définir son profil d'investisseur. Donc j'ai divisé, je vulgarise au maximum pour que ce soit accessible à tout le monde, mais j'ai divisé les groupes, les profils en 3 catégories. Le trader, donc c'est une personne qui prend des positions sur une durée courte, disons entre quelques minutes et jusqu'à quelques jours maximum. Un trader, tout le monde sait ce que c'est, quelqu'un qui rentre pour spéculer, qui achète et qui revend sur une courte période. L'investisseur, deuxième profil, qui lui a un profil plus long, donc prend des positions pour une durée plus longue, disons entre quelques jours jusqu'à quelques mois, voire années. Donc c'est important de savoir se positionner, est-ce qu'on veut devenir un trader ou un investisseur? Parce que les montants de vos positions, le nombre de positions que vous allez prendre, le nombre de cryptos que vous allez garder en portefeuille vont être complètement différents en fonction de votre profil. Et le troisième profil, qui est un profil hybride, qui est un mélange entre le trader et l'investisseur, donc quelqu'un qui est capable de faire les deux avec différents portefeuilles. Et donc je vous expliquais, notre profil hybride fait les deux et a des bonnes notions de money management et de suivi de position. Le money management et le suivi de position, c'est important dans tous les profils, mais encore plus dans le profil hybride. Pourquoi? Parce qu'on doit réussir à scinder en deux nos trades qui vont être sur du court terme sans impacter notre psychologie sur les investissements long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que, admettons que vous preniez une position à 100 $. Elle baisse pour du court terme, d'accord? En mode trader. Votre objectif, c'est d'aller faire 10% sur ce trade et vous avez un stop loss à 3% en dessous. Donc à 97, vous coupez votre perte. Puis d'un coup, la crypto chute et du coup, votre stop loss est enclenché. Il ne faut pas que ça perturbe votre investissement, donc la position que vous avez prise en mode investissement, qui elle peut-être était à 80 $ et puis votre objectif, c'est d'aller à 150 $. Parce que vous êtes sur un investissement long terme. Ce n'est pas parce que vous faites sortir sur le trade qu'il faut remettre en question votre profil investisseur. Et donc c'est pour ça que le profil hybride est le plus compliqué parce qu'il faut réussir à gérer les deux. Voilà. Donc j'avance un petit peu. Le profil du trader. Ah oui, une chose, j'ai expliqué ici que je m'intéresse dans tous ces profils. On a le côté, le trader qui est gagnant et le trader qui est perdant. Et donc l'objectif, c'est de s'intéresser au profil gagnant, le profil perdant. On le verra dans une autre série de mails, les erreurs que fait le profil perdant et pourquoi il perd, quelles sont les erreurs qu'ils font. On le verra dans une autre liste de mails. Mais là, l'idée, c'était de s'intéresser au profil gagnant. Donc, le trader gagnant. Je vous lis juste ces petites phrases-là. C'est très rapide, mais c'est important. Le trader passe minimum 4 à 5 heures par jour sur les graphiques.
Il prépare ses plans méticuleusement et a une parfaite maîtrise sur le plan technique. Les fondamentaux l'intéressent moins, mais il a une très bonne connaissance des cryptos dans leur ensemble. Il n'a aucun problème à couper une position perdante et coupe même la quasi-totalité de ses lignes de trade à la fin de sa journée. Importante cette phrase, il coupe la quasi-totalité de ses lignes de trade à la fin de sa journée. Il maîtrise la taille de ses positions car il a une excellente connaissance du ratio gain-risque. Il ne recherche pas à faire x100 mais plutôt 100 fois des plus 10%. Il utilise des outils d'aide à la décision comme les bandes de Bollinger, le RSI, MACD, les volumes, etc., etc. Il regarde les petites unités de temps, ça c'est très important, allant de quelques minutes à quelques heures. M15 pour 15 minutes, H1, 1 heure, H2, H4, etc. Le cash est son carburant, car sans cash, pas de nouveau trade. Ce qui veut bien dire qu'il est très très important, si vous avez un portefeuille de 1000 $ par exemple, de toujours garder un certain pourcentage de cash disponible. On va revenir sur ce point. Pourquoi je vous relis ces petites lignes? Parce que ça, c'est la typologie, c'est l'avatar parfait du trader gagnant. Si vous n'êtes pas capable d'être ressemblant à ce profil, c'est que vous n'êtes pas un trader gagnant. En tous les cas, vous ne devez pas essayer de l'être parce que vous allez plutôt être un trader perdant. Donc si vous n'avez pas 4 à 5 heures par jour à passer sur les graphiques, n'envisagez même pas faire des trades sur du court terme. Pourquoi? Parce que vous pouvez en gagner 1, 2 ou 3, mais sur du long terme, sur 100 trades, 200 trades, 1000 trades, vous serez forcément perdant parce que vous n'aurez pas suffisamment analysé les graphiques pour préparer vos plans. Si vous faites partie de ce profil, tant mieux. Vous êtes capable de respecter tout ça, parfait. Si vous ne l'êtes pas, allez vous intéresser plutôt à un autre profil. Et donc ça, c'est ce que je vous proposais dans la deuxième partie. C'était le deuxième profil. Le deuxième profil, c'est l'investisseur gagnant. Donc pareil, je vous relis les petites lignes. L'investisseur regarde ses graphiques 3 à 4 fois par mois maximum. Donc l'autre, on passe de 4 à 5 heures par jour à 3 à 4 fois par mois. Ça veut dire une fois par semaine en gros. Il prépare ses plans, mais n'est pas un mordu d'analyse technique. Ce qui l'intéresse, c'est les fondamentaux des projets crypto et leur écosystème. Il sait prendre du recul et fait confiance au marché. Il connaît les gros niveaux clés de chaque projet et n'hésite pas à payer ces niveaux alors que certains commencent à paniquer. C'est exactement ce que je vous ai fait sur cette. Vous avez vu que je suis resté en weekly et en daily. Donc là, c'est une analyse pour du long terme. En long terme, je connais les niveaux clés. Je vois que j'ai un support très important ici, une résistance très importante ici. Ce support, il est doublé à la fois par par mon support weekly et ma zone de FIBO des 0,5, 0,618. Donc, je connais la zone d'intervention et je peux me mettre une alerte et je sais que si le cours vient dans cette zone, dans ce cas-là, je n'hésiterai pas, je ne réfléchirai pas, je passerai directement en mode achat parce que j'ai déjà analysé la situation. Voilà, 3 à 4 fois par mois, il prépare ses plans. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est les fondamentaux, il sait prendre du recul et fait confiance au marché. Il connaît les gros niveaux clés de chaque projet, n'hésite pas à payer ces niveaux alors que certains commencent à paniquer. C'est exactement ce que je vous ai proposé sur l'analyse. Quand ça va baisser, ceux qui sont rentrés à 0,35, 0,40, j'ai plus les chiffres en tête, eux, ils vont commencer à paniquer parce qu'ils vont être à moins 35, moins 40, moins 50%, alors que vous, c'est le moment auquel vous allez acheter. Il regarde des unités de temps plus importantes, le daily, le weekly, le monthly, exactement ce qu'on a fait. Il cherche les projets à fort potentiel qu'il pourra suivre sur le plus longtemps possible, plutôt que les positions rapides avec petit profit. Bien qu'il garde toujours un peu de cash pour saisir une opportunité, son profil est plutôt d'être bien investi et d'arbitrer ses positions pour couper les moins performantes afin de libérer du cash pour les projets plus performants. Attention, ne mélangez pas tout. Dans les deux profils, il faut toujours garder du cash. Il faut savoir garder du cash. Si vous avez un portefeuille de 1000, gardez toujours minimum 20-30%. Moi, je garde souvent entre 30 et 40%. Pourquoi? Parce que quand ça chute et quand on arrive sur les zones, si vous n'avez pas de cash, vous ne pouvez pas acheter. Et donc du coup, vous ne profitez pas de la baisse. Vous subissez la baisse parce que le cours est en train de baisser et que vos positions ouvertes sont en train de se dégrader. Mais en plus, vous ne pouvez pas en profiter parce que vous n'avez pas suffisamment de cash pour prendre des nouvelles positions sur des zones que vous avez identifiées. Ah oui, et donc ce que je voulais dire sur l'investisseur par rapport au trader, le trader, lui, quoi qu'il arrive, il garde souvent du cash pour pouvoir prendre ses positions. S'il n'a pas de cash, il ne peut pas prendre de nouvelles positions.
L'investisseur, lui, il fait de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu plus investi, il va peut-être garder que 20% de cash au lieu de 40%. Par contre, il ne va pas hésiter, s'il a une crypto sur laquelle il est rentré depuis pas mal de temps, sur laquelle il est en gain, mais qui commence à s'essouffler, il ne va pas hésiter à la couper pour réinvestir cet argent sur un projet à plus fort potentiel, avec une croissance plus importante, pour essayer d'optimiser au mieux ses placements. Donc il a un petit peu moins de cash, par contre il n'hésite pas à couper pour arbitrer ses meilleurs placements. Il met en place des stratégies d'accumulation et dans un second temps, essaye de faire fructifier ses investissements avec du staking. Je ne vais pas revenir là-dessus sur les détails, on verra ça plus tard, ou de la DeFi. Bien sûr, quand vous avez, admettons, vous êtes en position long terme sur de l'Ethereum, vous avez mis 1000 $ sur l'Ethereum, votre profil, c'est un profil long terme, vous attendez 1 an, 2 ans, votre objectif, c'est d'attendre que le cours de l'Ethereum soit à 5000, à 8000, à 10 000, peu importe. Pendant ces 1 an ou 2 ans d'attente, vos cryptos, elles sont bloquées et donc votre actif, il faut essayer de le rentabiliser. Et pour le rentabiliser, vous pouvez aller faire du staking ou de la DeFi et choper des intérêts pour optimiser au mieux vos placements qui sont bloqués sur une longue période. Voilà. Le troisième profil rapidement. Ce profil, comme son nom l'indique, mélange les deux aspects, le trade et l'investissement. En général, il gère de façon complètement séparée plusieurs portefeuilles afin d'y appliquer ses différentes stratégies. Généralement, l'investissement représente sa plus grosse partie, alors que le trading est sur des montants plus faibles. Ce qui veut dire que moi, j'ai tendance à utiliser la règle des 80-20. Si j'avais un portefeuille et que j'étais dans un profil hybride et que j'avais un portefeuille, par exemple, de 10 000 $, j'essaierais d'attribuer 80% de ce portefeuille sur de l'investissement long terme et utiliser uniquement une enveloppe de 20% pour aller faire du trading court terme. Voilà. Après, propre à chacun. On peut trouver des personnes qui mélangent les deux profils et certains qui utilisent le profil trading pour alimenter ces portefeuilles investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est une autre façon de faire. Admettons, vous avez un portefeuille de 10 000 $. Vous l'utilisez uniquement en mode trading, d'accord? Donc sur du court terme. Et les plus-values, vous les injectez sur du long terme. Vous prenez un trade sur Solana, vous l'achetez à 100 $, vous la revendez à 150 $, à 120 $. Je dis une bêtise, vous avez fait 20% de plus-value. Sur du court terme, ces 20%, vous allez les réinjecter uniquement sur du long terme, sur des cryptos prometteuses sur du long terme. Ce qui fait que vous allez toujours trader avec le même montant de portefeuille et débloquer toujours les plus-values, placer plutôt les plus-values sur du long terme. Vous avez compris, je me répète un peu. Il a l'art de bien séparer ses stratégies et se permet même de travailler la même crypto sur 2 horizons de temps distincts. Donc là, c'est l'exemple parfait de prendre un trade sur Solana à 100 $ en espérant qu'elle aille à 120 $ et en même temps, en court terme, et en même temps prendre une position long terme à 100 $ en espérant, avec un objectif TP1 à 150 $ en espérant qu'elle monte. Donc voilà, là je vous avais détaillé un petit peu les 3 profils et dans le troisième mail, je vous propose de créer votre thèse d'investissement en fonction de votre profil. Donc, de définir les règles qui correspondent à votre profil. La règle numéro 1, c'était pourquoi je prends cette position. Il faut toujours savoir pourquoi vous la prenez. Si vous ne connaissez pas votre pourquoi, vous allez certainement vous planter. Assurez-vous que la position que vous vous apprêtez à prendre correspond à votre profil. On ne prend pas une position car on a lu un tweet ou parce que son voisin nous a dit de payer cette crypto. Pas de mode FOMO. Si je prends cette position, c'est parce qu'elle correspond à mon profil. Ça paraît bête, mais on a tous pris des positions qu'on n'aurait pas dû, juste parce qu'on a lu un truc en 2 minutes et qu'on est tombé en mode FOMO. Essaye de répondre honnêtement à cette question. Pourquoi je rentre dans cette crypto? Si vous avez une vraie raison, alors passez à la règle numéro 2. Sinon, on prend du recul et on recommence à analyser, à travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi vous rentrez sur Solana à 100 $, je reprends mon exemple, ou Solana, n'importe laquelle, vous rentrez sur une crypto à 100 $, si votre objectif c'est de faire x10 dessus, mais que vous êtes en profil trading, clairement vous vous trompez. Par contre, si votre objectif c'est d'aller gratter 2% ou 3% et que vous êtes en objectif long terme, clairement vous vous plantez aussi.
on ne bloque pas de l'argent sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour aller gratter 2%. Donc voilà, posez-vous bien la question de pourquoi vous prenez cette position. La règle numéro 2, est-ce qu'il me reste suffisamment de cash? Là, je vous l'ai expliqué, bon, je vous le lis rapidement. Le cash, c'est le boss. Ne pas avoir de cash empêche de saisir des opportunités, de prendre de nouveaux trades, de renforcer une position, etc. Il ne faut jamais être investi à 100%. Personnellement, je garde toujours au grand minimum 30% de cash. Imaginons que vous soyez investi à 100%, le marché est capricieux et baisse de 20%. Croyez-moi, ça arrive souvent. Vous l'avez vu récemment, ça arrive très très souvent. Votre capital vient de perdre 20% direct et vous n'avez aucun cash dispo pour acheter les niveaux intéressants à saisir l'opportunité de cette baisse soudaine. Double sanction. Donc vous avez compris l'idée, vous subissez la perte et en plus vous ne pouvez pas racheter. En revanche, vous êtes investi à 50% et le marché subit la même baisse soudaine de 20%. Votre capital a donc baissé uniquement de 10%. Il a baissé de 20% mais sur 50% de votre portefeuille. Donc votre montant de portefeuille a baissé uniquement de 10%. Cette baisse vous offre une opportunité d'acheter sur des niveaux importants et vous profitez donc d'avoir du cash dispo. Quand le cours va revenir au niveau avant la baisse, dans le premier cas, vous aurez bien eu peur et n'aurez rien gagné, voire même peut-être sorti à perte avec des stop-loss, pourquoi pas. Dans le second cas, vous êtes plus serein et profitez d'encaisser des positions prises pendant la baisse avec une plus-value d'environ 25%. Un cours qui baisse de 20%, il a besoin de augmenter de 25% pour revenir à son niveau initial. D'accord ? 100 euros, c'est l'exemple que je donne. 100 euros qui baisse de 20%, ça donne 80 euros. Par contre, 80 euros qui augmentent de 25%, on revient sur nos 100 euros. Gardez à l'esprit aussi, quand vous gardez une position ouverte parce que vous n'avez pas mis de plan d'invalidation et que le cours a chuté de 50%, chose qui arrive sur plein de cryptos assez régulièrement. Si vous avez baissé de 50% et que vous n'avez pas vendu, maintenant il faut que la crypto elle augmente de 100% pour que vous reveniez gagnant. Donc du coup, en prenant le recul sur ça, on comprend que valait mieux couper la position parce que pour que le trade refasse 50%, bon, c'est déjà bien, je serai à moins 25%, mais pour que la crypto reprenne 100% d'augmentation, là, on commence à se poser des questions si c'est réellement faisable. Voilà. La règle numéro 3, donc règle numéro 2, le cash, bien sûr. Règle numéro 3, la situation. Donc là, l'idée, je n'ai pas précisé, mais l'idée, c'était de vous prendre une feuille, un post-it. Alors, je vous mâche le travail à la fin de cet email. Mais l'idée, c'était que vous preniez un post-it et que vous définissiez ces règles une par une avec des garde-fous. D'accord ? Si votre règle dans la partie cash, la règle numéro 2, c'est de garder toujours 30%, bon, ben voilà, à chaque nouveau trade, vous vous assurez que vous conservez 30% de cash. Voilà. La règle numéro 3, la situation générale du marché est-elle bonne? On parle souvent du BTC comme un indicateur pour le marché crypto. Assure-toi, avant de passer un ordre, que le BTC n'est pas en train de casser un support qui risque d'entraîner le marché vers le bas. On l'a vu en début de live, je vous ai tracé un range sur le BTC. C'est sûr que si on est en bas de range et qu'on est à la limite de casser, je ne vais peut-être pas prendre une position et attendre de voir si le support du range tient le coup. Parce qu'en cas de sortie de ce range par le bas sur le BTC, il y a de grandes chances que ça entraîne l'ensemble du marché crypto vers le bas et donc que mon trade soit faussé. Ok. Alors oui, de temps en temps, certaines cryptos vont à l'inverse du BTC, mais surtout si tu es débutant, cette règle va t'éviter bien des galères. Plus généralement, cette règle est là pour me rappeler de regarder le marché dans son ensemble et de ne pas être omnibulé par une seule crypto. Le marché crypto fonctionne souvent par cycle, alors augmente tes prises de position quand le cycle est bon et diminue quand ce n'est pas le cas. Tes ratios de réussite vont monter en flèche. Vous le voyez bien sur ceux qui sont sur le groupe Discord, principalement les membres premium qui sont sur le groupe Discord. Quand le marché est favorable, je vous partage plein de trades, 3, 4, 5, 6 des fois dans la journée. Par contre, en ce moment où le marché est moins favorable, je ne partage quasiment aucun trade. Donc en fonction des cycles. Pourquoi? Parce que j'essaye de mettre le maximum les probabilités de mon côté. Règle numéro 4, ai-je déjà pris des positions aujourd'hui? Il ne faut jamais multiplier les positions trop rapidement. Surtout si vous êtes en mode trading, mettez-vous des garde-fous. Vous dire que voilà, aujourd'hui, je fais 5 trades maximum en mode trading. Par contre, si j'en perds 2 d'affilée, j'arrête pour aujourd'hui. Tant pis, je reviendrai demain, je passe à autre chose. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans une psychologie, vous allez vouloir vous refaire.
Et quand on veut se refaire, on prend un peu plus de risques. Et donc, du coup, on a d'autant plus de chances de foirer encore plus et de perdre une troisième fois, une quatrième fois et de rentrer dans un cycle où on veut toujours se refaire. C'est un cycle dangereux. Donc, faites attention. Voilà, mettez-vous un garde-fou. Combien de positions vous avez pris dans la journée et faites attention à ne pas surtrader. Voilà. Règle numéro 5. Quel est mon plan? Quelle est mon invalidation? Prendre une position sans un plan défini, c'est comme partir à Berlin sans savoir quelle route suivre. Avec beaucoup de chance, vous arriverez au bon endroit, mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps et vous coûter beaucoup plus cher. Ce que je veux dire par coûter plus cher, c'est que si vous prenez beaucoup de trades sans avoir un plan bien défini, un plan c'est savoir à quel moment je vais vendre, à quel moment je vais couper ma perte en cas d'invalidation de mon scénario. Si vous ne mettez pas en place ces règles, ça va vous coûter cher dans le sens où vous allez perdre sur beaucoup de trades et les fois où vous allez gagner, ça ne va pas compenser les fois où vous allez perdre. Perdre, c'est pas grave, c'est la règle une des règles principales du trading. On ne peut pas gagner à chaque fois. Par contre, quand on gagne, il faut que ça rapporte plus d'argent que quand on perd. Et donc, si on veut être sûr de gagner plus d'argent quand on gagne, il faut que quand on perd, on ait un scénario d'invalidation. Ça veut dire qu'on est capable de couper notre perte. Je passe un peu rapide. Règle numéro 6, suis-je en train de regarder la bonne échelle de temps? Ça, c'est par rapport au profil. Si vous êtes sur un profil investisseur, arrêtez d'aller me parler de graphiques en H1, H2, H4. Aucun intérêt. Éventuellement pour ajuster votre entrée sur la crypto, mais sinon, il n'y a aucun intérêt d'aller voir ces unités de temps. Si vous êtes en mode investisseur, allez voir du daily et du weekly, comme je vous ai fait tout à l'heure sur le graphique de VLX, mais n'allez pas voir des unités plus basses. Et à contrario, si vous êtes un trader et que vous tradez sur des courtes unités de temps, ça ne sert à rien d'aller regarder du weekly pour prendre sa position. Ça peut être intéressant d'aller voir du weekly, du daily pour voir la tendance générale de la crypto, mais votre prise de position, elle doit se faire sur du H1, H2, voire même du M15, M30. Donc faites attention à ne pas vous tromper, c'est un petit garde-fou qui vous permet de dire voilà, j'ai bien regardé les graphiques avec les bonnes unités. Grâce à cette règle, quand vous allez checker vos règles une par une, peut-être que vous allez dire ah oui, mais en fait, j'ai pas regardé en weekly si la tendance générale a été quand même bonne. Du coup, ça va vous obliger à y aller et vous allez peut-être revoir votre analyse ou revoir votre plan, vous rendre compte qu'il y a une résistance ou un support à tel niveau et que vous aviez passé par exemple votre TP1 juste au-dessus d'une résistance et que ça serait bien de le descendre de quelques pourcents pour l'ajuster au marché sur un horizon de temps plus important. La règle numéro 7, est-ce que je suis dans le sens de la tendance? On a déjà fait un live sur ça pour expliquer comment définir le sens de la tendance. La loi de Dow, vous regardez sur Internet, vous allez trouver. Sinon, vous allez sur YouTube, vous retrouverez la vidéo. Mais il est important, si on veut mettre toutes les chances de son côté, c'est de prendre position dans le sens de la tendance. En gros, je vous la fais simple. Si vous êtes lancé à 130 sur l'autoroute, il y a plus de chances, si vous prenez un obstacle, que vous continuez à avancer quand même sur quelques mètres, que vous passiez en marche arrière d'un coup. Ce n'est pas possible. Alors que si vous êtes à l'arrêt, vous avez autant de probabilité de partir en arrière que de partir en avant. C'est du binaire. Donc une tendance qui est bien lancée, bien établie, elle va s'affaiblir avant de passer en perte. Donc vous allez avoir le temps de réanalyser votre situation et de prendre des décisions si votre scénario s'invalide ou pas. La règle numéro 8, la zone d'intervention. Avant de passer un ordre d'achat, il faut s'assurer qu'un élément n'entache pas notre plan. Par exemple, une grosse résistance sur une unité de temps supérieure, bon, voilà, je ne vais pas tout relire, ça correspond un petit peu à ce que je vous disais. Et là, je rajoutais qu'il y a les niveaux psychologiques, les chiffres ronds, les 1 $, 10 $, 100 $. Le BTC, si un jour il remonte à 50 000 $, chose qui est à mon sens certain, mais quand il sera à 50 000 $, c'est un prix rond, c'est un prix où les gens font attention et où beaucoup de gens vont prendre des profits sur ce niveau. Pareil, si un jour le BTC va à 100 000 $, il y a beaucoup de gens qui vont anticiper, peut-être vers les 90, 95 et qui vont encaisser leurs bénéfices. Et donc du coup, ça va influencer sur le nombre de vendeurs et peut-être faire chuter le cours. Voilà. Donc attention un petit peu, prenez du recul, faites attention aux zones d'intervention et aux niveaux clés. La règle numéro 9, quelle taille de position? Donc ça, c'est du pur money management.
Donc vous lirez dans le mail, hein, je ne vais pas redétailler ce point-là parce qu'il est assez long, mais en gros, faites attention au pourcentage que vous mettez sur un seul et unique trade. Moi, je vous parle de certaines règles, là, je vous mets des garde-fous. Voilà, allez définir. Et la règle numéro 10, est-ce que je ne vais pas déséquilibrer mon portefeuille? Il est important d'avoir un équilibre dans son portefeuille. Alors, si vous êtes sur plusieurs profils, c'est d'autant plus compliqué de le faire. Mais si vous êtes sur un seul profil, par exemple, vous êtes en mode investisseur, si vous avez deux cryptos, votre profil est clairement mal équilibré. Pourquoi? Parce que vous êtes à 50-50 sur BTC et Ethereum. Si le BTC baisse, il y a de chances que l'Ethereum suive. Du coup, les deux sont liés et donc du coup, votre portefeuille va subir énormément les variations de marché. Par contre, si vous équilibrez sur une dizaine de cryptos, par exemple, une chute de 30% soudaine sur une crypto va moins impacter le montant total de votre portefeuille. Et alors, l'idéal de l'idéal, c'est d'équilibrer votre portefeuille par secteur. Une partie sur les cryptos qui sont liés aux NFT, une partie sur les cryptos qui sont liés aux exchanges comme le BNB, le CRO, etc. Une partie sur les cryptos principales, le top 3, le top 4, le top 5 des cryptos. Une partie sur des projets prometteurs à faible capitalisation, etc., pour équilibrer au maximum votre portefeuille. Et donc voilà, et donc je vous ai proposé en fin de ce mail une checklist avec uniquement les titres, mais que derrière vous pourrez étayer en fonction de votre profil et en fonction des règles que vous voulez appliquer. Donc je voulais revenir dessus pour apporter quelques petites explications. Et c'est sur ça que je vais terminer ce live. Je vous repartage, si ça vous intéresse, le lien pour s'inscrire à la newsletter qui est gratuite. Hop, voilà, je vous le mets dans le chat, vous faites un copier-coller et vous recevrez les mails au fur et à mesure. Donc, pour expliquer rapidement le système, tous les mois, j'envoie une situation générale du marché avec quelques exemples de positions que j'ai proposées aux membres et faire le suivi de ces positions. Et ensuite, entre deux mails mensuels, je vous envoie quelques mails s'il y a des mouvements particuliers qui se sont passés et je vous envoie des séries comme cette série-là qui vous permet de créer votre thèse d'investissement. La prochaine série sera sur les erreurs, les principales erreurs faites par les débutants pour que vous évitiez de faire ces erreurs. Et voilà, il y a d'autres séries à venir, il y a plein de contenus. Donc voilà, je vous partage le lien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous la regardez en replay, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai vu que 80% des gens qui regardaient les vidéos des replays sur YouTube n'étaient pas abonnés. Alors, ça coûte rien, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et un petit commentaire est le bienvenu. Voilà. Pareil pour ceux qui reçoivent les mails de la newsletter, n'hésitez pas à nous répondre et à mettre un petit like. Je réponds à tous les emails. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain live.